Donc oui, voilà, moi je suis professeur de philosophie à l'Université de Genève, donc je ne vais pas trop vous expliquer comment soigner ou ce que les médecins auraient dû faire. Il y a hélas déjà beaucoup trop de philosophes qui racontent des bêtises à ce sujet-là. Je vais plutôt me concentrer sur ce dans quoi je suis spécialisé et ce sur quoi je suis intervenu et le travail que j'ai fait pendant les derniers mois, qui se concentre en fait sur la réception des connaissances scientifiques et de la recherche par le public. Et, euh, Et sur le fait que on a effectivement, comme quelqu'un a dit, beaucoup entendu parler de recherche clinique ces derniers mois, mais on a aussi plus entendu parler d'habitude dans les médias de philosophie des sciences ou de discours sur ce qu'est la science, ce que devrait être la science, dans les médias aussi. Et le premier constat, c'est qu'on peut dire que du point de vue de la façon dont la recherche scientifique a été communiquée au public. Ça n'a pas été une grande réussite. Je ne sais pas si vous avez vu certains sondages qui disaient que la confiance des gens dans la science avait baissé. Et effectivement, et c'est là-dessus que je voudrais prendre le temps de réfléchir un petit peu sur la façon de communiquer la science et la science médicale dans le cadre de crise. Pour bien comprendre à quel point en fait c'est compliqué pour le grand public de comprendre un peu ce qu'il voit quand on lui parle de recherche scientifique 24 heures sur 24, avec des résultats qui vont dans un sens, des résultats qui vont dans un autre, des chercheurs qui disent quelque chose, des chercheurs qui disent autre chose. Il faut bien comprendre à peu près les mécanismes généraux qui sont utilisés dans la vie de tous les jours pour savoir si on peut faire confiance à un expert ou pas. Et grosso modo, les critères qu'on utilise pour savoir si on peut faire confiance, par exemple, je sais pas, à un garagiste, un serrurier, un plombier, un médecin, savoir s'il est apte, s'il est vraiment expert, s'il est apte à faire ce qu'on lui demande. Les critères qu'on utilise souvent, c'est l'expérience passée. Donc, on a une préférence vers les gens qui ont de la bouteille, qui ont du métier. À quel point à quel point les gens sont sûrs dans leur avis, c'est-à-dire si quelqu'un change d'avis toutes les 30 secondes, eh bien, on n'aura quand même pas de temps, on aura moins tendance à lui faire confiance, moins tendance à considérer qu'il est un expert. Et aussi, on va regarder son accord avec les autres experts. Donc, on va considérer que si les gens sont experts, ils doivent s'accorder entre eux. C'est un peu ce qu'on dit quand on va chercher un second avis pour un diagnostic. L'idée, c'est que si le médecin est compétent, un autre médecin devrait donner le même diagnostic. Et en fait, le problème, c'est que la recherche scientifique, telle qu'elle est en train de se faire, c'est un peu exactement l'inverse de tout ça, quoi. La recherche scientifique, c'est des gens qui sont à la base pas d'accord, parce que c'est des gens qui se contredisent les uns les autres. C'est le fonctionnement normal, en fait, de la science de se contredire de cette façon. C'est des gens qui vont réviser leur jugement à la lumière de nouveaux éléments au fur et à mesure qui arrivent. Et aussi, c'est un domaine dans lequel, en fait, l'expérience passée ne compte pas comme preuve. C'est-à-dire si des jeunes personnes arrivent et contredisent des propos de quelqu'un qui est dans le métier depuis 50 ans, eh ben, le fait qu'il y ait une différence d'âge ne compte pas du tout. Et du coup, comprendre le fonctionnement de la science va directement à l'opposé de ce qu'on attend des experts, en fait. Et c'est normal, parce qu'en fait, les experts traditionnels, c'est des gens qui sont inscrits dans un champ où il y a déjà pas mal de connaissances accumulées et qui portent sur des sujets dans lesquels il y a un certain nombre de certitudes. Tandis que la recherche, la recherche de pointe, elle se fait sur des sujets dans lesquels il n'y a aucune certitude. Le but, c'est de chercher des connaissances là où on n'en a pas. Mais du coup, quand les gens voient passer des scientifiques qui disent tout et son contraire ou des études qui se contredisent dans les médias, ils vont forcément en arriver à la conclusion que, en fait, on ne peut pas faire confiance en la science, que la science n'est pas fiable. Et ça, du coup, c'est un problème qui vient de deux sources. Une des sources à laquelle je vais revenir, c'est le fait qu'on est en amont, aucun de nous n'est vraiment entraîné à comprendre comment fonctionne la science. Si on n'est pas dans la recherche, si on n'est pas un chercheur, notre rapport à la science, il n'est pas du tout celui qu'on a de gens en train de se battre, qui ne sont jamais d'accord, de choses qui changent partout. Quand on apprend la science à l'école, par exemple, on nous apprend des théories qui sont solides, voilà, on dit c'est comme ça, c'est des faits, on nous apprend, quand on parle un peu de l'histoire de la façon dont était la science, c'est toujours le grand découvreur qui arrive et qui dit voilà, il a fait cette expérience et tout de suite ça a prouvé la théorie, c'est fantastique. Et
on a vraiment cette idée sur laquelle la science est une méthode solide qui va tout de suite nous mener à la vérité, en fait. Et donc, quand le grand public... donc déjà, ça, c'est quelque chose qui rend difficile l'idée selon laquelle la science peut être quelque chose où les gens changent d'avis et ont tort tout le temps. Et c'est déjà quelque chose qui a une tension avec la façon dont les médias rapportent la science en règle générale. Vous connaissez cette plainte selon laquelle, oui, on peut toujours trouver une étude qui va dire le contraire de l'autre. Et ça, c'est... je vais le commenter, on n'a jamais dit que la médecine était une science dure, mais vous inquiétez pas, c'est pas une question de science dure ou pas. Dans l'histoire des sciences dures aussi, il y a eu des phases où les gens disaient tout et son contraire avant qu'on arrive à un consensus. Donc ce n'est pas une question de science dure ou de science molle. La question, c'est plutôt la façon dont les gens s'attendent à ce que la science doit marcher, comme si c'était une méthode qui donnait directement les résultats certains. Et donc, c'est ce manque de préparation, ce manque de compréhension qu'est la science, de la façon dont fonctionne la science, qu'on a tendance un peu à idéaliser en amont quand on n'est pas un chercheur, puis quand on dit un chercheur, on idéalise peut-être un petit peu moins, qui a laissé la place, en fait, à un certain nombre de figures au cours de la crise qui correspondent en fait beaucoup plus à la perception classique qu'ont les gens de l'expert. Donc c'est cette personne qui arrive sur les plateaux télé, qui elle est sûre de ce qu'elle dit, qui a bien sûr beaucoup d'expérience dans le domaine, qui peut montrer un certain nombre de preuves et qui va donc attirer l'attention du public, alors même que en fait, le fait qu'elle change jamais d'avis et qui semble lui dire et qui semble être un bon signe pour le public, devrait être un mauvais signe. Une personne, un expert scientifique, c'est celui qui change d'avis, c'est pas celui qui est toujours droit dans ses bottes et qui change jamais d'avis. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a entendu beaucoup parler de philosophie des sciences dans le débat actuel, c'est-à-dire que ces experts-là qui sont arrivés sur la scène ont commencé à donner leur propre vision de la science. Donc là, je pense surtout à Didier Raoult, dont j'ai étudié un peu le discours épistémologique. Et c'est vraiment des gens qui présentent une vision qui sont venus présenter une vision de la science selon laquelle la science est faite par les grands experts, avec une foule médiocre par derrière. Il y a des autres chercheurs qui sont jaloux et médiocres. Il y a juste quelques grands experts dans un champ qui vont faire avancer le domaine. Et ce qui compte avant tout, ce n'est pas la collaboration entre les scientifiques, ce n'est pas le débat, le conflit entre les différentes vues pour réussir à ajuster nos connaissances. Non, c'est l'expérience personnelle du chercheur, du grand spécialiste lui-même, du grand expert. Donc, l'un des problèmes dans la crise qui vient de passer, c'est qu'on n'a pas été capable d'expliquer qu'effectivement c'est normal si les chercheurs changent d'avis, si on entend des voix dissonantes. Ce n'est pas le signe d'une crise de la recherche, c'est la façon normale dont est fait la recherche. Et c'est ça qui a poussé à la consolidation, à l'émergence, on va dire, des grands super experts qui se présentent comme eux vraiment des experts au sens traditionnel. Et moi justement, je me suis intéressé dans le cadre de la pandémie aux facteurs qui faisaient que les gens faisaient plus confiance par exemple à Didier Raoult qu'à ses contradicteurs. Et on a fait une série d'études sur le sujet dans lequel on a interrogé les gens. Et un des facteurs qu'on a trouvé qui était vraiment un grand prédicteur de la confiance en Didier Raoult, c'était le fait de penser que l'expérience personnelle, c'est un peu l'école de la vie, l'expérience du terrain, était beaucoup plus importante que les méthodes abstraites, c'est-à-dire les essais randomisés, le fait de savoir faire des analyses statistiques. Plus les gens mettaient de poids sur l'expérience personnelle, plus ils avaient confiance effectivement dans le discours de Didier Raoult, par exemple. Et donc ça, pour moi, ça montre le fait que dans le futur, il faudrait réussir à former mieux les gens sur sur le fonctionnement de la science, c'est-à-dire pas attendre que les gens arrivent dans la recherche, mais faire en sorte que les gens qui poursuivent des études de discipline scientifique à l'université aient une vision un peu moins idéale de la science, dans laquelle les scientifiques seraient ce genre d'experts qui ne peuvent jamais se tromper. Et c'est quelque chose qu'il est important de développer. Moi-même, j'ai donné des cours en médecine à l'Université de Genève sur la philosophie des sciences et j'ai pu voir que les étudiants
n'étaient pas toujours très au courant de comment fonctionnait effectivement la science, et que c'est pas parce que quelqu'un était un expert dans son domaine et disait quelque chose que automatiquement ça n'était pas forcément vrai. Et donc, pour remédier à ça, il faudrait, selon moi, deux grandes démarches. La première, c'est une démarche éthique de la part des chercheurs eux-mêmes. Comme les gens, comme le public, il y a beaucoup de mal à distinguer, à comprendre que dans la science, il y a la base commune à tous les scientifiques qu'ils ont appris et qui, elle, est stable et solide, et les recherches de pointe qui, elles, sont toujours, parce qu'elles sont des recherches de pointe, susceptibles d'être renversées et toujours forcément un peu à prendre avec un doute. Quelque chose qui serait important de faire, une règle éthique que les chercheurs devraient adopter, c'est celle selon laquelle, quand ils s'expriment dans les médias, ils devraient toujours faire une différence entre les moments où ils rapportent quelque chose qui fait déjà consensus depuis un moment dans leur discipline et les moments où ils expriment leur propre théorie. C'est quelque chose qui, selon moi, n'est pas fait assez souvent et qui n'a pas été fait assez souvent dans la crise qui vient de passer, où certaines personnes sont arrivées en disant « voilà, on sait ça », alors que « on sait ça », ça voulait juste dire « voilà, j'ai cette hypothèse-là ». La deuxième chose, c'est, selon moi, qu'il faudrait développer plus de cours de philosophie des sciences dans la formation médicale. Alors, on a l'impression que je prêche un peu pour ma chapelle et qu'en fait, je cherche juste à ouvrir des postes pour en trouver un. Mais en fait, j'ai longtemps été convaincu qu'il n'y avait pas besoin que les scientifiques fassent de philosophie des sciences en général, parce que bon, les sciences progressent, alors que les scientifiques ne suivent pas de cours de philosophie des sciences la plupart du temps. Mais on voit que quand il y a des périodes de crise comme ça, les conceptions qu'ont les gens de la science deviennent importantes, même si en temps normal, finalement, ce n'est pas très important la conception que les scientifiques se font de la science. Mais là, on a vu dans la crise actuelle que, par exemple, des gens comme Didier Raoult sont venus défendre leur discours en disant « oui, là, la science, ça doit être fait comme ça. Moi, je suis un grand scientifique parce que ma méthode, elle est bonne. » Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a des moments où ça peut être important que tout le monde, tous les scientifiques, tous les médecins qui puissent ensuite s'exprimer aient une bonne base en philosophie des sciences et de la façon dont va fonctionner la science. Et voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Florian Kova. Merci pour cette intervention, justement, en plus avec un regard de philosophe. Je vais passer la parole à Paul Louvaille-Dubuc qui va remonter, il y a semble-t-il, quelques questions. Ne pensez-vous pas que la recherche est un mot valise et qu'on a un continuum entre une recherche non programmable et une recherche conduisant au développement d'un produit ? La recherche clinique ne s'apparenterait-elle pas plus à une recherche et développement ? Alors, est-ce que c'est une question... C'est pas la question la plus facile pour un philosophe des sciences. Hein, non, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vois pas tellement de questions à Florian Kova. Si tu en as une, Vincent, je t'en prie. Est-ce que Florian Kova, vous n'avez pas l'impression justement que l'une des forces de Didier Raoult, force entre guillemets, enfin une des choses qui fait qu'il a obtenu une telle place, un tel succès médiatiquement dans le public, n'est pas justement le recours à un discours philosophique ou plutôt pseudo-philosophique, comme s'il avait justement assuré ses arrières ou construit un fondement apparemment un petit peu plus solide en disant bah, moi au moins j'ai ce discours de philosophie des sciences que vous-même vous prônez. Oui. Le fait de moins pouvoir mettre des éléments sur la table, même si ces éléments sont assez fumeux. Oui, alors justement, j'avais publié un papier sur la façon dont Didier Raoult instrumentalise la philosophie des sciences, où j'analysais le fait que souvent il fait dire un peu n'importe quoi aux philosophes qu'il cite. Des fois, il leur fait même le contraire de ce qu'ils ont dire le contraire de ce qu'ils ont défendu. C'est quand même assez sympa. Et non, justement, ça ne va pas directement en opposition avec ce que j'ai dit, parce que justement, en fait, même s'il cite des philosophes, la philosophie des sciences de Didier Raoult, telle qu'il la défend, pour moi, ce que j'appelle l'épistémologie naïve, c'est un peu la façon dont les gens se représentent la science quand ils ne connaissent pas grand-chose de la science. C'est-à-dire que voilà, pour Didier Raoult, la science, c'est pas un travail collectif, c'est une succession de héros qui luttent contre le consensus.
C'est des gens qui arrivent sans aucune théorie. Le scientifique, c'est celui qui n'est pas biaisé par ses propres théories et hypothèses, qui est objectif, qui regarde le monde tel qu'il est. Et tout ça, c'est des mythes, en fait, qu'on déconstruit en première année de philo des sciences, en fait. Donc, le problème de Didier Raoult, c'est que, justement, il suffit d'avoir fait un peu de philo des sciences pour ne pas être impressionné par tout le boulga qui nous sert, en fait. C'est justement ça pour ça qu'une formation un peu plus solide préviendrait contre ce genre de conception complètement naïve et aberrante de la science. Et bon, et ça, c'est pas un problème, ça, c'est un autre problème que je n'ai pas mentionné, mais bon, il se trouve que, par exemple, en France, apparemment, c'est souvent les cours de philosophie des sciences, quand il y en a, ou d'épistémologie, quand il y en a en médecine, c'est pas forcément des gens très compétents qui les donnent. Par exemple, Didier Raoult dit qu'il donne lui-même les cours d'épistémologie. Ben, voilà, quoi. C'est pas parce qu'on fait de la super bonne science, même c'est pas parce qu'on est un très bon scientifique qu'on sait forcément comment fonctionne la science. C'est pas parce qu'on est un super athlète qu'on sait comment le corps humain fonctionne. C'est un peu la même chose. Et donc oui, la formation en philosophie des sciences, à mon avis, si elle avait juste une base un peu plus solide, elle aurait évité qu'on prenne au sérieux un peu ce genre de délire, quoi. Paul Lou? C'est une question que je vais vous poser, qui est voulez-vous dire que l'information médicale devrait être modulée et diffusée avec précaution lorsqu'il s'agit de découvertes spectaculaires? Donc une question sur la communication, la diffusion de l'information. Oui, alors l'idée, c'est pas d'interdire aux gens de s'exprimer ou de présenter leurs théories, c'est juste qu'ils fassent explicitement, que soit fait explicitement la différence entre les différents degrés de discours. C'est-à-dire, est-ce que j'exprime un consensus? Est-ce que j'exprime une théorie qui n'est pas encore complètement sûre, mais qui est quand même très partagée dans la communauté? Est-ce que j'exprime ma dernière hypothèse qui repose juste sur l'étude que j'ai faite il y a 2 semaines? C'est quand même une sorte de gradation qu'il est important de signaler. Et c'est quelque chose que quelqu'un qui ne fait pas partie du domaine ne peut pas savoir quand il écoute un expert qui ne fait pas la différence. Si j'arrive en disant, voilà, c'est évident que la maladie de Lyme est causée par des puces manipulées par un généticien nazi, est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui fait consensus ou est-ce que c'est vraiment juste moi qui m'exprime? Et je pense que, bon, là, c'est un exemple où c'est facile parce que je pense que les gens peuvent avoir un doute, mais vous voyez que c'est important quand un scientifique intervient dans les médias qu'il fasse bien la différence entre les deux. Parce que sinon, ça veut dire qu'il peut essayer d'accaparer l'aura dont bénéficie la science pour ses propres théories et opinions, qui ne sont pas encore validées par sa communauté en général. Paul Lou? Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on va pas abuser de votre temps à tous, donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à moins que Florian veuille encore conclure. Moi, j'aime voir une question passée qui était de savoir d'où vient la demande d'expression des scientifiques dans les médias. Bon, c'est sûr qu'en général, les gens, des fois, vous interviewent. Alors, des fois, ils vous interviewent juste parce que vous êtes spécialiste du sujet, mais des fois aussi, c'est parce que vous avez eu un propos qui peut un peu faire le buzz. Moi, je n'ai jamais été autant interviewé que depuis que j'écris du mal de Didier Raoult. Je ne pense pas que c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais donc là, oui, c'est vrai que quand on est, en général, quand on est un chercheur et qu'on interagit avec les médias, il faut aussi réussir à composer avec le fait qu'ils attendent de nous un certain discours et pour résister à l'envie de leur dire exactement ce qu'ils ont envie de dire et essayer vraiment en général aussi, essayer le plus possible, par exemple, si c'est un média écrit, de demander à ce qu'on puisse relire ce qu'on a dit ou des choses comme ça, pour vraiment éviter... parce que bon, des fois, c'est pas forcément la faute du chercheur si ça devient hyper sensationnel une fois que c'est présenté. Mais bon, il y en a pour lesquels c'est clair qu'ils l'ont cherché. Merci beaucoup à vous, Florian Cova, et à tous les intervenants de ce soir. On clôt cet épisode et on se retrouve très, très bientôt pour de nouveaux épisodes organisés par l'Espace Éthique. À bientôt, bonne soirée.